et je vous demande dès à présent de bien vouloir accueillir Daniel Bourque. Bonsoir à tous. Bon, mais c'est pas un hasard s'ils m'ont choisi, parce que c'est eux qui m'ont choisi, c'est pas moi qui les ai choisis. Hein. C'est pas tout à fait un hasard parce que, en fait, depuis 25 ans maintenant, je suis très engagé sur la commune, dans les milieux associatifs, dans divers domaines culturels, sur des associations de protection de l'environnement, dans des collectifs contre l'autoroute à l'époque, contre les inondations. Ensuite, depuis 13 ans, je suis engagé aux côtés des élus de l'opposition. Je participe à leurs réunions, je participe aux préparations du conseil municipal. Donc je suis au courant de tous les dossiers, je sais comment fonctionne notre mairie. Il ne faut pas oublier que notre mairie, c'est quand même la plus grosse entreprise du Pays de l'Or. C'est 400 employés, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'ils m'ont choisi. Au-delà de mes qualités humaines peut-être, je veux bien, mais c'est aussi voilà, parce que je pense que je suis capable de mener à bien cette tâche. Alors la démocratie participative, voilà, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, c'est quelque chose qui commence à se pratiquer un peu partout, en France, ailleurs dans le monde. Et la démocratie participative, ça va se décliner comment ici à Montguillot? Eh bien, tout simplement, ça va commencer par un conseil municipal qui sera beaucoup plus ouvert que celui qui est actuellement. Donc le conseil municipal, aujourd'hui, il commence à 18h30, le public a le droit d'y assister, mais n'a pas le droit de prendre la parole. C'est la première étape. Alors avec nous, ça va changer. Ça va changer, c'est qu'à partir de 18h, tous les citoyens seront conviés et pourront venir s'adresser aux élus. Vous pourrez parler librement, dire tout ce que vous avez à dire, poser toutes les questions, et ce n'est qu'après, au bout d'1 heure, 2 heures, que le conseil municipal officiel démarrera. Ainsi, le contact sera permanent. Ensuite, les débats d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un grand mot, mais c'est le mot essentiel dans une commune. Chaque année, 1 mois ou 2 mois avant les fêtes, on décide des grandes orientations pour l'année d'après pour la commune. Alors, ce débat d'orientation budgétaire, il va être public. Il va être public. On vous serez conviés, peut-être dans cette salle. J'espère qu'on n'arrivera pas à rentrer tout le monde tellement vous serez passionnés. Et vous serez invités et on vous dira, voilà, on a un budget pour 2014, 26 millions pour le fonctionnement. Alors voilà, ça se décompose comme ça. Il y a 850 000 euros de facture d'électricité, il y a voilà, des choses comme ça. Et on va en discuter ensemble. Évidemment, peut-être quelqu'un de sensé dans la salle va dire, mais monsieur le maire, comment ça se fait qu'on a une facture de 850 000 euros d'électricité alors qu'il y a des réverbères au jeu de boules qui sont allumés à 2 h de l'après-midi? Voilà, donc le débat va s'instaurer. Ensuite, on va discuter du budget d'investissement. Alors là, c'est pareil, on va vous dire, bon, pour l'année 2014, on a 7 millions d'euros de projets d'investissement. Alors le maire actuel, il nous dit, il y a 2 ans ou 3 ans, il nous a dit, moi, je décide de faire un grand restaurant à Carnon, au-dessus du pont, alors qu'on pouvait faire des murs anti-bruit avec cet argent pour les gens qui habitent le long de la 4 voies. Voilà comment va s'instaurer le débat entre nous, chaque année, et c'est comme ça qu'ensuite, plus aucune décision ne se prendra sans vous. Voilà, la démocratie participative, c'est que plus rien ne se fera sans vous. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à notre maire, ce qu'on reproche à beaucoup d'élus partout, c'est de s'être éloigné du contact avec la population. Ensuite, JB vous l'a dit, il y aura un conseil municipal des jeunes, des adolescents qui n'ont pas le droit de vote, donc qui ne sont pas représentés au conseil municipal. Donc grâce à JB qui fera le lien, il y aura un conseil municipal où les adolescents de Montguillot pourront dire aussi leurs difficultés, leurs problèmes. Parce que quoi qu'en dise notre maire, je ne sais pas si vous avez vu ses plaquettes, il dit moi je veux construire, je veux bétonner pour rajeunir Montguillot. On a sorti les chiffres, je les ai là. Montguillot est une ville plutôt jeune par rapport à la moyenne. Donc il ne faut pas dire de bêtises. Par contre, nos adolescents à Montguillot, ils ont des soucis. Ils sont comme tout le monde, ils veulent aller danser, ils veulent aller au cinéma. Le soir, ils ne peuvent pas rentrer. Il faut que les parents fassent le taxi. Ou alors ils rentrent avec un copain qui a trop bu et c'est le drame. Donc voilà, les adolescents auront la parole grâce au conseil municipal des jeunes. Pour les sujets, pour d'autres sujets qui concernent soit la vie d'un quartier, alors par exemple, est-ce qu'on va mettre un barbecue, est-ce qu'il faut rénover
un espace d'enfants, est-ce qu'il y a des problèmes de stationnement dans tel ou tel quartier. Là, chaque fois, ce sont les habitants du quartier qui seront consultés. Plus rien ne se fera sans les gens qui sont concernés, que ce soit pour des petits enjeux de proximité ou pour des grands enjeux. Pour les grands enjeux, on pourra aller jusqu'au référendum s'il le faut. Pour Carnon, parce qu'on a une spécificité à Montguio, c'est que la commune est divisée en deux parties très scindées. Il faut traverser une autre commune pour aller à Carnon. Les Carnonnais se sentent abandonnés. Je ne sais pas si vous avez lu le Midi Libre aujourd'hui. Il y a une demi-page un peu assassine pour notre maire sortant, mais je crois qu'il l'a mérité. Ce n'est pas les Carnonnais qui diront le contraire. Les Carnonnais se sentent abandonnés à cause de cette division physique. Alors à Carnon, il y aura un maire adjoint. Ce maire adjoint, c'est quelqu'un qui réside à Carnon, qui aura son bureau à Carnon. Les élus de Carnon auront leur bureau à Carnon, leur secrétariat à Carnon et seront au plus près des habitants de Carnon. Ainsi, ils ne pourront plus dire qu'ils sont abandonnés. Ainsi, tous les sujets seront résolus de façon beaucoup plus simple. Ensuite, moi, pour montrer comment je vois la démocratie participative, comment je suis proche des gens, un premier symbole, je vais mettre mon bureau au rez-de-chaussée de la mairie. Ça ne sera plus un ascenseur avec, il faut demander à la secrétaire le droit, il y a une ouvre-porte, c'est quelque chose de très compliqué pour monter dans les étages de la mairie. Donc moi, mon bureau, il sera au rez-de-chaussée, comme ça je serai sur la place, je serai à l'écoute de tout ce qui se dit au jour le jour. La démocratie participative, c'est aussi le partage du pouvoir. Vous l'avez vu, on a commencé la campagne avec l'histoire de Tricasquette. Ça a fait rire, mais c'est pas rigolo parce que c'est très sérieux. Si le législateur a décidé qu'il fallait donner 3 500 € à quelqu'un pour administrer la communauté de communes du Pays de l'Or, si le législateur a décidé qu'il fallait donner 3 000 € par mois à quelqu'un pour être conseiller général, c'est bien parce que toutes ces fonctions sont un travail à temps plein et qu'on ne peut pas les faire en faisant autre chose. Donc moi, je serai maire et uniquement maire. Mes activités professionnelles, je les mettrai en suspens. Je ne suis pas comme un autre des candidats qui travaille à Paris. Je ne sais pas comment il peut être de Montguio et continuer à travailler à Paris. Je ne vais pas le nommer. Donc je serai maire et seulement maire. Alors on peut me dire, oui, mais les intérêts de la commune, c'est quand même que notre maire soit conseiller général, qu'il soit président de l'agglomération du Pays de l'Or. Mais non. Non, l'année prochaine, on va changer de conseiller général, il y aura des élections en 2015. Je soutiendrai quelqu'un de notre équipe, je ne sais pas encore qui, ou quelqu'un de la fabrique, parce que la fabrique continue au-delà de l'équipe qui sera élue, et on soutiendra quelqu'un, et vous serez appelé à voter pour cette personne qui défendra les intérêts de la commune au conseil général, mais qui aura le temps de le faire et qui s'engagera pleinement dans cette mission. Et exactement la même chose pour la communauté d'agglomération, vous l'avez compris. Nous allons commencer par une gestion, ce qu'on appelle une gestion économe. Il se trouve qu'aujourd'hui, le maire sortant dit « Je suis fier de la façon dont on a géré la commune. On n'est pas surendetté, on ne paye pas d'impôts. » Enfin bon, il n'est pas ça, mais vous m'avez compris. Donc nous, on a regardé les chiffres, on a fait des tableaux, on est remonté sur les années en arrière, etc. Et donc tout ce qu'il dit est faux. Et à Montguio, vous payez 30% de plus de taxes d'habitation que les communes équivalentes. Vous payez le double que la commune de Mende, par exemple. Je parle de Mende parce que j'ai ma fille qui est partie travailler là-bas. Et exactement, c'est une commune équivalente au niveau de ce qu'on appelle la strate. Et ici à Montguio, on paye exactement le double en taxes d'habitation que les habitants de Mende. Donc, notre commune est mal gérée. Elle est mal gérée parce qu'on gaspille l'argent. On gaspille l'argent dans des études qui ne servent à rien. On gaspille l'argent dans une très mauvaise gestion, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'énergie, des économies d'énergie, de l'isolation des bâtiments. On gaspille de l'argent dans des procès, parce que comme on n'applique pas la démocratie participative, on fait des choses qui ne sont pas légales ou qui ne sont pas, ou avec lesquelles les habitants ne sont pas d'accord, ça finit au tribunal, ça finit en procès et ça nous coûte très cher. D'ailleurs, il y a un Argus qui s'appelle l'Argus des communes, vous pouvez aller voir sur Internet. Ils ont noté la gestion de M. Bourrel 6 sur 20. Il y a un sujet qui fait beaucoup polémique dans cette campagne, c'est la fonte de Montguio. Alors je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler,
ça a défrayé un peu la chronique. La faune de Moguio, c'est 30 hectares que la commune a acheté, 30 hectares de terrain agricole, que nous avons acheté 10 fois le prix de la valeur du terrain agricole. Tout ça pour construire, pour augmenter la ville de 4000 habitants de plus. Alors nous avons dit, ce projet n'est pas réaliste, pour plusieurs raisons. Première raison, les inondations, parce que vous savez que plus on bétonne sur la plaine, plus on crée du danger pour ce qui existe déjà. Et nous sommes déjà une commune quasiment partout en zone inondable, vous le savez. Deuxième raison, l'agriculture. Nous sommes des terres agricoles, riches, de bonne qualité, irriguées, avec des hivers doux. Donc notre vocation, c'est de nourrir les 500 000 personnes qui nous entourent. Ça a toujours été la vocation de Moguio. Moi, mes ancêtres sont cévenols. Il y a 200 ans, 300 ans, ils ont quitté les montagnes pour venir travailler ici. Parce qu'ils savaient qu'ici, on pouvait gagner sa vie, on pouvait nourrir les hommes avec la terre. Aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est un fléau français, c'est un fléau européen. On est en train de se demander comment on va nourrir les hommes. Parce que ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. On bétonne partout où on peut produire. Donc, à la faune de Moguio, maintenant nous sommes propriétaires de ces terres. Nous avons développé un projet très original. C'est un projet qu'on appelle agroéconomique et agroécologique. Ce projet, on va y installer des jeunes maraîchers. Des jeunes maraîchers à qui on va louer les terres. On ne va pas les leur vendre parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Et croyez-moi, les jeunes sont demandeurs. Les lycées agricoles sont pleins de jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Donc on va les installer, on va les louer, leur louer les terres. On va construire un bâtiment où ils pourront se loger, un genre de masse de plaine, comme on faisait à l'époque, comme Guillermin, comme le mas de Fabre. On va construire une sorte de masse, ils seront locataires, ils auront leur appartement, ils auront leur terre pour travailler. Ce travail, ils le feront avec une charte d'une agriculture moderne, d'une agriculture durable, d'une agriculture qui pollue moins. Et puis on va les accompagner parce qu'on va faire venir sur les zones artisanales autour, sur la site à Mudaison, on va faire venir des entreprises de transformation. Ainsi, les produits iront directement de la terre à la transformation, de la transformation dans vos assiettes. C'est ce qu'on appelle le circuit court, c'est ce qu'on appelle une agriculture moderne, c'est ce qu'on appelle, c'est là la vocation de ce territoire. Ce territoire doit retrouver son intérêt dans l'agriculture et tout ce qui tourne autour. L'agroalimentaire, un agroalimentaire de qualité, un agroalimentaire labellisé. Là, j'ai un exemple. On m'a amené un article d'une famille de maraîchers dans la région de Perpignan. Ils ont décidé un jour de se lancer dans ce genre de projet. Ils en sont aujourd'hui, au bout de 5 ans d'expérience, à avoir embauché 300 personnes. Et là, ils embauchent 33 nouvelles personnes en CDI pour faire de la conserverie, de la congélation, des plats cuisinés, directement sur place. Voilà ce que nous allons faire à la faune de Moguio. Nous garderons peut-être 3 ou 4 hectares en frontière de ce qui est déjà bâti pour permettre à des jeunes de Moguio de se loger pas cher en faisant un lotissement communal, en faisant un peu de logement communal en accession aidée pour permettre quand même la pression foncière parce que c'est vrai que c'est très cher pour les jeunes et que nos jeunes ont tendance à partir. Nous allons mener une politique de soutien aux entreprises locales, parce qu'on parle beaucoup d'emploi. Quand on parle d'emploi, on dit « Oh, on va dépenser 20 millions, 30 millions dans la zone de Fréjord pour faire venir peut-être une entreprise de je ne sais quoi, si elle veut bien venir, ça créera 200 emplois s'ils ne viennent pas avec leurs propres employés. » C'est comme ça qu'aujourd'hui, on gère soi-disant le développement de l'emploi. Nous sommes le 4e bassin d'emploi de l'Hérault et nous avons 14% de taux de chômage. Donc il y a un problème. Nous avons des jeunes qui sont étudiants, qui aimeraient travailler l'été. Nous avons 2500 emplois saisonniers entre la terre et le littoral. Mais les jeunes d'ici n'ont pas accès à ces emplois. Donc nous allons créer une concordance entre ces deux phénomènes. Nous allons créer un lien de confiance avec nos 1700 entreprises. Nous allons aller les voir un par un.
évaluer quels sont leurs besoins. Et puis nous ferons une sorte d'audit de tous nos demandeurs d'emploi. Et on fera la même chose. Et si le boulanger n'arrive pas à trouver un boulanger depuis 6 mois qu'il cherche, et si on voit qu'on a des jeunes qui sont au chômage, on les aidera à devenir boulangers. Voilà comment on va travailler sur l'emploi de manière locale. Et puis, on va faciliter l'accès de la commande publique aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants de notre territoire. Donc, on va faire un guichet qui va les accompagner pour répondre aux appels d'offres. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je discute avec nos commerçants, je discute avec nos artisans. Ils ont du mal à répondre aux appels d'offres parce que c'est trop compliqué. Du coup, ce sont des très grosses entreprises qui répondent et qui après, qui sous-traitent. Donc, nous allons faire un guichet pour les aider, pour les accompagner dans ces démarches. Et dans ces dossiers, comme on est un peu filou, comme on est un peu vicieux, on va mettre des critères qui vont favoriser nos entreprises. Par exemple, on va dire, quand on veut commander des salades pour les cantines, on va dire on veut des salades qui ont moins de 24 heures de maturité. Et là, les salades qui viennent d'Allemagne, elles ne pourront pas faire face. Voilà, c'était un exemple. Nous aurons une grande volonté pour les grands travaux. Vous savez que notre commune est très impactée et que nos élus n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Nous avons une deuxième autoroute, nous avons la ligne LGV, la rocade est de Montpellier. Tout ça, c'est sur notre commune. Pour ce qui est de la ligne LGV, nous sommes la commune la plus impactée de tout le tracé, ce qu'on appelle le contournement d'Îmes-Montpellier. Nous sommes la commune la plus impactée et nous sommes la commune la moins bien servie en termes de protection contre les nuisances. Ça, c'est parce que nos élus n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait comme le maire de Latte, qui est allé dans les bureaux du ministère et qui a dit « Aucun engin ne rentrera sur mon territoire si je n'obtiens pas telle, telle et telle protection. » Et il les a obtenus. Donc nous allons créer un comité de vigilance dans lequel il y aura les riverains, dans lequel il y aura les responsables des entreprises, la préfecture et nous les élus. Nous y serons dans ce comité de vigilance et vous verrez que les choses vont changer, tant pour la période de chantier que pour les protections. On va revoir les dossiers et on va être très 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 exigeant. Donc vous l'avez compris, notre commune aujourd'hui, je l'ai écrit sur la profession de foi, notre commune est à la croisée de son destin. Vous allez choisir dimanche prochain entre 2 projets pour Moguio et pour Carmont. Avec le maire sortant, affirmons le cap, je crois qu'il a écrit, c'est Moguio l'urbaine. C'est une réponse à la volonté de croissance de Montpellier. C'est faire de Moguio une banlieue pavillonnaire dans les années à venir, et tôt ou tard, qui sera obligatoirement happée dans la métropole montpelliéraine. Nous, on a un autre avenir, une autre vision pour Moguio. Moguio doit rester ce qu'elle est, la capitale historique, la capitale millénaire du Pays de l'Or. Parce que le Pays de l'Or, c'est un territoire magnifique, c'est un territoire qui a une logique. Cette commune, qui a des terres agricoles ici, sur lesquelles on va développer, comme je vous l'ai dit, de l'emploi, qui a une lagune qui est menacée. N'oublions pas que l'étang de l'Or fait partie de notre patrimoine, c'est même un fleuron de notre patrimoine, et personne ne s'en occupe. Et puis bien sûr, le littoral, le port, bientôt le port fluvial, ce littoral qu'on est encore en train de détruire. Je ne sais pas si vous êtes allé au petit travers, vous avez vu dans quel état ils sont en train de nous mettre les dunes. Donc nous voulons que Moguio soit cette capitale du Pays de l'Or, cette capitale qui a une histoire très très chargée, cette capitale qui est fière de sa culture, qui est fière de ses traditions et qui en même temps a su s'enrichir de l'apport de population au fil des siècles. Mes ancêtres Cévenols, puis les Espagnols, puis les Pieds Noirs, et puis maintenant tous ces gens qui sont arrivés, qui se sont installés à Moguio et qui viennent d'autres coins de France ou d'Europe ou d'ailleurs. Voilà, je suis fier de mener cette liste parce que c'est une liste composée de gens de 18 à 82 ans. Vous voyez que le panel est très large. C'est une liste qui est composée de Melgoriens, de souches depuis des générations,
et des Melgoriens qui sont là depuis quelques mois. C'est une liste qui est composée de Melgoriens qui sont tous des Melgoriens de cœur. J'ai accepté de mener cette équipe car elle est faite de gens qui, comme moi, aiment leur commune. Nous sommes motivés, nous sommes compétents, nous sommes prêts à prendre en main le destin de Monguio et de l'ensemble du pays de l'Or. Alors on compte sur vous, dimanche prochain, et surtout ne dispersez pas trop vos voix si vous voulez que ça change.